Et donc, vous avez mis à tourner? Oui, oui. Donc cette année, nous allons reprendre avec les séminaires la logique de l'objet en psychanalyse. Je pensais que c'était bien, c'est un séminaire de Lacan de 1965-1966, donc il est au niveau du moment où apparaissent les écrits. Et je pensais qu'il ne parlerait plus à ce moment-là de Mélanie Klein, ou de l'objet selon Mélanie Klein. Mais, eh bien, si. Ce qui se passe, c'est que Lacan, il a où est-ce que j'ai mis ça? Ça, c'est les deux séminaires. Lacan, il commence son séminaire l'objet de la psychanalyse en disant qu'il va traiter de l'objet de la psychanalyse dans son rapport avec l'objet de la science. Et peu à peu, il dérive, il a une dérive, il sort de l'un pour parler de l'objet de la science comme les chiffres, comme étant mathématisables, donc il va parler des chiffres dans leur rapport à quelque chose de bienvenue. Donc, il se pose la question Lacan se pose la question de l'objet de la psychanalyse, qui reprend du point de vue de l'objet de la science, pour dire que l'objet de la psychanalyse n'est autre que la fonction qui joue l'objet A. L'objet A est l'objet de la psychanalyse. Les savoirs sur l'objet A, c'est alors la science de la psychanalyse. Et il pose ceci. Il pose une intersection où ici nous avons le savoir et là nous avons la vérité et là nous avons l'objet petit a. Et dans ces deux grands cercles-là, il va faire jouer une série de variations. Là, il y a le sujet, là, il y a les grands autres. Là, il y aura, à un moment donné, là, il y aura, par exemple, les vivants. Et là, il y aura à un moment donné, il parle des découvertes faites en Australie, des morts. Et entre les vivants et les morts, il y a tous les déchets. Et les détritus, tout ce qui reste des morts. Il fait varier ces deux cercles et leur intersection. On va y arriver. Alors, il évolue au long de ces leçons en faisant varier les deux termes présents dans les deux grands ensembles. Et je vous lis. Par exemple, il commence en parlant de l'objet de la science et de l'objet de la psychanalyse, pour parler du signifiant.
que le signifiant se définit comme agissant d'abord, comme séparé de sa signification. Donc là, nous allons avoir d'un côté le signifiant, de l'autre côté la signification. Et entre les deux, un objet qui ferait leur lien. Par exemple, il parle des restes humains qui sont retrouvés dans des vases en bronze. Et il rappelle la Bible où Dieu a créé les mondes à partir de rien, comme un potier avec son vase. Donc il y a les trous du vase, les vides du vase, qui s'est rempli peu à peu des choses qu'aujourd'hui nous redécouvrons et que ce sont des restes. Et ces restes sont ce qui nous reste de l'objet petit a. Et à un moment donné, dans ses séminaires sur l'objet de la psychanalyse, il fait intervenir André Green, mêlement, pour commenter ce qu'il pense de l'objet petit a. Et Lacan fait les plus grands cas de l'intervention d'André Green. André Green a un article qui s'appelle « L'objet petit a de Lacan, sa logique, la théorie freudienne, convergence et interrogation ». Mais Lacan, vraiment, c'était plus d'éloge pour Green. Il y a une conférence de Green, une conférence de Conrad Stein et une conférence de Charles Mellman autour de l'objet petit a. Je me suis proposé d'aller voir ce qu'ils disent dans ces conférences pour vous en parler, parce que les séminaires de l'or vont tourner autour de leur contribution. D'une part, et d'autre part, Lacan lui-même, il donne comme exemple des objets petit a, c'est qu'on trouve dans l'histoire de l'œil. Dans le livre de Bataille, l'histoire de l'œil, à un moment donné, il parle de l'histoire de l'œil, et à un autre moment, il parle comment dire, c'est d'un développement de Pascal autour du pari. Ça s'appelle les paris de Pascal, que j'ai été voir un peu aussi, et Pascal propose je ne sais pas comment nommer ça, la parabole ou la situation suivante. Pascal dit, les hommes ont tout intérêt à croire en Dieu parce que celui qui croit en Dieu, si Dieu n'existe pas, il n'aura rien perdu de croire, et celui qui ne croit pas en Dieu, si fin de croire, il aurait gagné quelque chose au cas où Dieu existerait. Mais c'est les paris de Pascal, c'est-à-dire on fait le pari que Dieu existe. Et les hommes ont tout intérêt à faire le pari que Dieu existe. Donc c'est la question du vrai et du faux qui a été critiquée de différentes manières. Hein, les philosophes ont tout d'abord dit que si Dieu existait, ils ne seraient pas contents de voir des êtres humains parier sur son existence, et il pourrait punir celui qui ne croit pas et qui n'aurait fait semblant de croire en lui. Alors que peut-être les philosophes ont aussi argumenté, croire ou ne pas croire n'est pas une question, n'est pas une décision, c'est quelque chose que dépasse largement ce que Pascal propose. Et Lacan utilise cet apologue-là pour se poser la question du vrai et du faux. Mais il développe longuement
longuement pour dire que ça, c'est un problème de la psychanalyse, peut-être à partir dans des séminaires, peut-être à partir de ce qu'il dit Conrad Stam, qui dit que l'objet petit a devient la parole elle-même de l'analyste. Contrairement à ce que dit, par exemple, André Green. Mais j'ai commandé là les articles, nous pourrons revenir. Moi, ce qui m'a particulièrement intéressé, c'était les livres, l'histoire de l'œil. Est-ce que vous vous souvenez de ce livre? Vous l'avez présent à l'esprit? Ce livre, il est devenu très célèbre. Je ne peux pas dire que c'est un livre que j'aime. Ce n'est pas du tout un livre que j'aime. C'est l'histoire d'un garçon et d'une fille qui tombent amoureux l'un de l'autre, mais avec des fantasmes très curieux. Et la fille, elle a un fantasme de se mettre dans le vagin un œuf. Et donc, c'est un problème pour eux de savoir dans quelles circonstances elle va pouvoir, comment dire, incorporer cet œuf sans le casser. Quel est le problème de ça? Comment réaliser ce fantasme? Et dans leur quête, dans leur questionnement, ils se débrouillent pour prendre une troisième Laronne qui est comme ça en leur pouvoir et de qui ils abusent, qui font devenir folles, qu'ils affolent et qui finissent par tuer. Et là-dessus, il y a tout un questionnement sur les rôles du sang dans les rapports sexuels, les rôles du sperme, les rôles des selles, les rôles de l'urine. Il y a tous les fantasmes des deux du couple initial, dont la fille, la troisième fille, la deuxième fille, enfin la troisième Laronne de l'histoire, tombe en pamoison, elle est complètement perdue là-dessus. Est-ce que j'ai fait une recherche sur l'histoire de l'œil? Alors, et ce livre a bénéficié de quelque chose. Bataille l'a publié 2 fois, en 1928 et 1941. Et à chaque fois, il y a une édition qui est l'édition intermédiaire. Enfin, la deuxième édition, elle a été éditée dans 2 lieux différents. Elle a été éditée à Séville et elle a été éditée à Burgos. Et à chaque fois, elle a bénéficié de l'illustration de peintres, des peintres qui sont devenus très célèbres. Il y a eu l'illustration de Belmer, et il y a eu après l'illustration de Pascal Piat, oui. Et Bataille ne l'a pas signé de son nom propre. Il a signé du nom de Lord Hoche, en se justifiant, en expliquant cela du fait que Lord, ce serait Dieu, et Hoche, A-U-C-H, c'était la contraction de Oshiote. Et pour expliquer donc les résumés du livre, proposés de la façon suivante: les textes racontent les aventures érotiques de 2 jeunes gens, les narrateurs et Simone, une jeune fille si brusquement avide de tout ce qui bouleverse que le plus imperceptible appel d'essence donne d'un seul coup à son visage un caractère qui suggère directement
tout ce qui est lié à la sexualité profonde, par exemple, sang, étouffement, terreur subite, crime, tout ce qui détruit indéfiniment la béatitude et l'honnêteté humaine. Il apparaît dès le début que c'est elle qui mène les balles orgiaques. L'histoire de l'œil, comme les autres fictions de bataille, est narrée à la première personne par un personnage masculin bouleversé par la rencontre d'une femme. De fait, il confie dès les premières phrases du livre « J'ai été élevé très seul et aussi loin que je me rappelle, j'étais angoissé par tout ce qui était sexuel. » Et Lacan dit que tous les objets présents dans ces romans, si on veut savoir qu'est-ce que c'est que l'objet petit a, tous les objets présents dans ces romans peuvent être l'objet petit a. Donc, il y a particulièrement une scène dans le roman où ils envahissent une église et décident de violer la fille dans cette église et s'aperçoivent là donc d'un curé qui observe toute la scène sans rien faire. Et donc, ils décident d'attacher le curé, de ficeler le curé, de forcer le curé à tout assister encore une fois, à se masturber en injuriant Dieu et l'hostie. Hein. Et là-dessus, il y a un œil. Vous voyez, dans certaines représentations de la religion, il y a cet œil au milieu d'un triangle. Et Lacan développe longuement autour de l'œil pour dire que l'œil, de tous les organismes humains, l'œil est peut-être les plus anciens, les plus, même plus anciens que l'appareil digestif, même plus anciens que... Enfin, il développe là-dessus pour justifier que le regard soit l'objet petit a. Non, alors, il insiste que si autrefois il a parlé de la voix et du regard comme des objets partiels au même titre que ceux dénombrés par le Kleinian, l'œil et les regards avaient une place tout à fait particulière. Alors, il y a Lacan associe librement parfois, on a l'impression, hein, d'autres fois j'ai l'impression que c'est un discours complètement diffluent, hein, comme on peut utiliser un psychiatrique qui ne sait plus très bien où il va, mais il retombe sur cette patte à chaque fois en ramenant l'objet petit a. Pour vers la fin par exemple, vers le milieu de son séminaire, il évoque la bande de Möbius, comme nous la connaissons, pour dire qu'il y a un point dans la bande de Möbius, quand on passe de l'intérieur à l'extérieur, il y a un point qu'il appelle l'objet petit a. Ce point est l'objet petit a. Donc vous voyez que maintenant nous sommes loin de l'objet petit a comme un simple objet du désir, dans les sens qui étaient entendus, dans le sens qui a été évoqué ici simplement par notre collègue Monique Lauré. Maintenant, l'objet petit a devient autre chose. Moi, personnellement, j'ai eu l'impression qu'à un moment donné, Lacan, en parlant, quand il développe l'objet petit a à partir du pari de Pascal, voici son raisonnement. Les jeux pascaliens concernant cet infini de vie
multiplié par l'infinité d'un bonheur qui doit bien avoir quelque rapport avec Sexiderop à la nôtre, ne peut avoir qu'un autre sens qui n'a rien à faire avec la rétribution de nos efforts aveugles. Et c'est bien cela qu'il est cohérent que l'homme, dont la foi était tout entière suspendue, c'est quelque chose dont nous ne savons même plus parler, qui s'appelle la grâce. Hein? Il insiste sur ça. Et j'ai eu l'impression qu'il évoquait la grâce comme l'objet petit a, à partir du développement du Pascal. Mais ce sont à chaque fois, on pourrait dire, des déclinaisons de l'objet petit a. Et il retombe, vers la fin, il retombe qu'il y a dans toutes ces figures évoquées dans l'histoire de l'œil, un emboîtement des objets pour souligner que quel que soit l'objet, il peut avoir une valeur sexuelle. Et quand il met en avant cette valeur sexuelle, c'est la valeur, il revient aux objets en termes kleiniens. C'est-à-dire l'objet de la demande qui est la demande du sujet à l'autre qui est l'essaim, l'objet de la demande de l'autre au sujet ce sont les excréments, et puis l'objet, alors on sort, et il dit là nous sommes dans le rapport duel, et puis on passe à autre chose, qui va impliquer un rapport triangulaire. Quand on sort de l'anal, dans un cas nous étions dans l'oral, dans l'autre cas nous étions dans l'anal, et on sort de là pour aller vers quoi? Et c'est là qu'on va vers l'objet transitionnel. Mais curieusement, Lacan fait un retour. Hein? C'est-à-dire quand on va vers l'objet transitionnel, c'est la tétine, c'est le biberon, donc vous voyez, c'est un objet transitionnel qui rétrograde, qui rétroagit sur ce qui était devenu de l'oralité. On va déjà vers autre chose et pourtant ça rétroagit. Ou un petit bout de mouchoir, pourquoi pas, pourvu que ce soit les mouchoirs sales de la mer. L'objet que la mère donnera, présentifiera la fonction de cet objet oral d'une façon qui mérite d'être spécifiée.